Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons revenir sur le parcours récent des crypto-monnaies et ce recul d'un certain nombre de crypto-monnaies qui a amené un certain nombre de questionnements de la part des investisseurs. Pour décrypter le contexte actuel en matière de crypto-monnaies, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi fondateur de Blockchain Partner et de Ladan. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va tenter de faire un peu de pédagogie ou d'essayer de comprendre, de prendre un petit peu de recul sur cette crise des crypto-monnaies. C'est comme ça que je l'appelle. Vous allez me dire si c'est comme ça que vous l'appelez. On a vu effectivement toutes les crypto-monnaies dévisser et la première d'entre elles, le Bitcoin, dévisser également depuis plusieurs mois. À quoi est-ce que c'est dû pour ceux qui nous écouteraient et qui n'auraient pas suivi les actualités crypto-monnaies ? C'est dû à plusieurs choses. Il y a une conjonction de facteurs à la fois structurels et des facteurs conjoncturels. Structurellement parlant, après c'est une analyse personnelle, mais je pense qu'une des grosses raisons de la baisse actuelle, c'est qu'on a quelque chose de très singulier dans le monde des cryptos depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est que ce sont les institutionnels qui ont pris le pouvoir. D'accord. C'est assez clair quand on regarde par exemple les volumes d'échanges, par exemple sur Coinbase, donc qui est une des plus grosses plateformes d'échange. Il y a 2-3 ans, c'était les particuliers faisaient les 2/3 du volume. Donc finalement, c'était un marché de particuliers. Aujourd'hui, quand on regarde ces volumes, ils ont été multipliés par 10, 15, et la proportion est passée de plutôt à 2/3, 3/4 d'institutionnels qui échangent. Donc ce qui s'est passé, c'est que structurellement, ce marché est maintenant un marché institutionnel. On y trouve beaucoup de professionnels de la finance, de gestionnaires d'actifs, d'acteurs financiers, etc. Et ces professionnels de la finance ont tout simplement importé dans le monde des cryptos leur comportement sur les actifs traditionnels. Et donc pour les professionnels de la finance, ce sont des actifs considérés comme risqués. Donc évidemment, au moment où le contexte macroéconomique est risqué, on adopte le même comportement que pour tous les actifs risqués, c'est-à-dire qu'on sort. Ce qui est drôle d'une certaine façon, puisque le Bitcoin sur ces premières années, on va dire sur ces 11 premières années, a été un actif qui a eu tendance à être très décorrélé du reste. C'est-à-dire que son coefficient de corrélation avec les actifs traditionnels oscillait entre moins 0,4 et plus 0,4. Donc vraiment, ça faisait un peu son chemin Bien seul. sûr, oui. Alors ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là, on voit que le cas. les marchés actions, les marchés obligataires ont reculé, les cryptos ont reculé également. Donc c'est pour ça. Et donc vous l'expliquez du coup par le fait que les institutionnels en fait sont aussi présents sur les crypto-monnaies. Je ne dis pas que c'est monofactoriel, mais je pense qu'un des éléments importants structurellement, c'est que les institutionnels ont pris le pouvoir et que d'une certaine façon, du coup, ils ont importé leur comportement de la finance traditionnelle. Après, conjoncturellement, cette forme de spirale négative qui est entraînée par le contexte macroéconomique, elle est aussi renforcée par du conjoncturel. On a eu en début d'année ce qui a été l'effondrement d'un projet majeur qui était l'UST, donc pour le stablecoin UST sur la blockchain. Bien sûr, Terra, oui. Qui est en soi... Terra Luna, oui, bien sûr. Mais... Je le réitère malheureusement, mais c'est un projet pour lequel n'importe quel analyste sérieux savait que ça n'allait pas marcher. Mais cependant, le marché des cryptos était dans une euphorie où, c'est-à-dire quand tout le monde, c'est facile d'être un génie. Et donc, beaucoup de gens avaient mis de l'argent là-dedans, y compris des entreprises professionnelles du secteur, alors que aucun exemple de stablecoin algorithmique n'avait marché jusqu'à présent, que c'était très risqué, que le modèle même de construction de ce stablecoin était questionnable, pour ne pas dire autre chose. Oui, alors parce que c'est un stablecoin algorithmique, ce qui veut dire que normalement le fonctionnement d'un stablecoin, c'est qu'on a les réserves en monnaie fiat de la monnaie crypto du stablecoin. C'est normalement, mais oui, en règle générale, le principe d'un stablecoin, c'est qu'il faut réussir à créer un lien de confiance pour que le jeton vale toujours 1 dollars, euros, peu importe. Ce lien de confiance, quand il est créé par une entreprise traditionnelle qui stocke des euros ou des dollars dans un compte en banque, il est facile à établir. On fait des audits régulièrement et on essaye de prouver qu'il y a tant de réserves pour tant de jetons. Mais le problème de ce système-là, c'est que ça rend le stablecoin censurable, parce que par définition, il y a une entreprise qui peut dire que telle adresse n'a pas le droit d'y toucher. Donc, il y a une alternative qui est le stablecoin collatéralisé par de la crypto et non pas par de la monnaie stable. Mais le problème, c'est que la crypto étant volatile, on est obligé de prendre une marge de sécurité, donc de surcollatéraliser. Donc, on va bloquer, par exemple, 150 $ de valeur pour émettre 100 $ de stablecoin. Donc, le capital n'est pas du tout efficient, mais au moins, on n'est pas censurable. Les stablecoins algorithmiques, c'est une tentative d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de dire on n'est pas censurable, mais en même temps, on n'a pas besoin de mobiliser un capital important. Donc, on va créer un algorithme, et après, chaque stablecoin algorithmique cherche son algorithme, mais pour pouvoir garantir par des mécanismes de marché que ce jeton vaut toujours $1. Mais c'est
J'allais dire, c'est très ambitieux à l'heure actuelle. On n'a pas trouvé de mécanisme qui marche de manière pérenne. Et alors, on pouvait lire justement au moment effectivement où il y a eu la chute de ce fameux UST que le fait que les réserves de ce stablecoin algorithmique soient en Bitcoin pouvait accentuer la chute également du Bitcoin, j'allais dire traditionnel, mais en tout cas de l'actif sur lequel ils étaient Mais investis. les réserves, entre guillemets, les réserves n'étaient pas en Bitcoin. Il n'y avait pas de réserve d'une certaine façon, parce que c'est ça qui est un peu justement ambivalent avec ces stablecoins algorithmiques, c'est que tout le monde c'était tellement su que ce truc-là ne marchait pas qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait constitué une réserve au cas où. Mais donc du coup, on s'est retrouvé, au lieu d'avoir le meilleur des deux mondes, à avoir le pire des deux mondes, c'est-à-dire que la réserve n'étant pas suffisante, elle ne créait pas de confiance, mais en même temps, l'algorithme n'était pas suffisamment fort pour créer de la confiance. Donc il a suffi que ce stablecoin dépègue, comme on dit en anglais, c'est-à-dire s'écarte de sa valeur 1, donc il est passé à 0,95, 0,92, 0,90, et une fois que cette rupture de confiance, elle est consommée, c'est terminé. Parce que c'est très très difficile après de revenir à 1, puisque à ce moment-là, la plupart des gens font le choix de se dire je préfère perdre 10% sur mon stablecoin que de prendre le risque de perdre 100%, parce que tous les autres vont se dire la même chose avant moi et vont tous vendre. Et donc il y a une spirale infernale qui se lance et donc le truc part. On a justement eu l'impression un peu de l'avoir, hein, en tout cas d'un point de vue extérieur, cette spirale infernale, quand on a vu parfois des liquidités qui ne pouvaient pas être retirées de certaines plateformes. Alors on ne va pas toutes les citer ici, parce que pour certaines ça a duré plusieurs jours, pour d'autres ça a duré 2 heures, pour d'autres c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais on a vu une sorte de panique un petit peu du fait que, comme vous avez dit, quand le cours monte, tout le monde est un génie, mais quand ça baisse, effectivement, on peut se retrouver avec le pire des deux mondes. Et on pouvait se demander s'il n'y avait pas une crise de confiance un peu globale sur le secteur de la part d'investisseurs particuliers, par exemple, de se dire, mais tiens, mince, en fait, même l'intermédiaire qui gère mon argent, je ne suis pas sûr qu'il puisse me le rendre le jour où il y a un problème. Et donc ça crée un effet en fait, qui vient décupler finalement le recul de l'actif en question, à savoir du Bitcoin. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, le signal que ça envoie est un signal, j'allais dire, qu'on peut effectivement malheureusement constater, c'est que la gestion de risque dans ce secteur, elle est questionnable. Effectivement, l'euphorie du marché, la création de nouvelles entreprises, les valorisations qui partent très haut, etc., ont fait que même pour des entreprises professionnelles, elles ont préféré s'exposer à une promesse de 20% par an qui n'était pas tenable, parce qu'elle était globalement sur un... C'était pas un Ponzi, mais bon, ça se rapprochait, quoi. Elle n'était pas tenable, mais en même temps, comme ça continue à monter, au bout d'un moment, tout le monde y allait, quoi. Exactement. Donc, en fait, il y a beaucoup de professionnels qui ont, même avec une gestion de risque, c'est-à-dire avec une aversion au risque importante, qui ont fini par se dire, mais attendez, je peux pas être le dernier d'un nom de la farce. Si tout le secteur se gave autour de quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas censé fonctionner, c'est pas normal que moi j'y aille pas. Et donc il y en a beaucoup qui, à la fin, ont dit, flûte, j'y vais aussi. Je comprends pas, mais j'y vais. Exactement. Et donc c'est pour ça que je parle de gestion de risque déficiente, parce que effectivement, on se retrouve à mettre des quantités importantes dans un truc qui ne va pas marcher, ou bien qui n'a pas été audité, ou bien que voilà, etc. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est le signal aussi que ça renvoie d'un point de vue fondamental, c'est que précisément l'intérêt des cryptos, c'est qu'on peut les détenir soi-même. Et donc le fait d'acheter de la crypto pour ensuite le déposer chez un tiers, qui plus est d'ailleurs dans la plupart de ces cas, est une boîte noire, parce que comme il n'y a pas de réglementation, en tout cas il n'y en avait pas jusqu'à présent, ces tiers, vous leur donnez l'argent, vous ne savez pas où il va. Donc, à l'inverse, même sur des plateformes françaises, quand même, sur des plateformes françaises, c'était un peu plus régulé. Normalement, oui, mais certaines plateformes françaises ont été obligées de mettre la main au panier pour essayer de rembourser leurs clients. Bien sûr. Oui. Certaines plateformes étrangères, on leur donne de l'argent, ensuite on a une promesse de rendement, et puis on espère que ça va tomber. Mais ça remet au goût du jour l'intérêt des cryptos, qui est de détenir soi-même son argent. Parce qu'effectivement, à partir du moment où des plateformes se mettent à suspendre les retraits, je dis souvent ça aussi, on a des pays dans lesquels ça a été dramatique. Je pense au Liban récemment, où c'est les banques qui ont fait ça, c'est-à-dire vous avez déposé de l'argent et puis du jour au lendemain, en fait non, cet argent ne vous appartient pas. Ça a pour mérite, j'allais dire, si on doit avoir une lumière dans la crise actuelle, c'est que ça a pour mérite de montrer la vraie différence entre un passif et un actif, encore une fois. C'est-à-dire que l'ensemble des actifs financiers avec beaucoup de guillemets qui existent dans la finance traditionnelle ne sont pas des actifs, ce sont des passifs, parce que quelqu'un les détient pour vous. Donc le jour où la plateforme fait faillite, la banque fait faillite, l'intermédiaire fait faillite, ou bien tout simplement il coupe l'accès, eh bien vous n'avez plus accès à vos actifs. L'intérêt des cryptos, c'est qu'on peut les détenir. Donc là, ça a peut-être, je l'espère, remis au goût du jour le fait que c'est peut-être plus sécurisé dans les cryptos de détenir ses propres actifs que de les confier à une plateforme boîte noire. Est-ce qu'on est aujourd'hui encore face à une crise de confiance en matière de crypto-monnaie, selon vous, Alexandre Stashchenko ? Oui et non, parce que Oui, parce que c'est dans un contexte macro, encore une fois, global. Effectivement, Et en fait, c'est dans un contexte macro où il y a on arrête d'injecter des liquidités sur tous les marchés financiers. Même donc, si en fait, ça a commencé avant.
Oui, bien sûr. Mais donc en fait, ça montre aussi que le cours montait parce qu'il y avait de plus en plus d'investisseurs qui arrivaient et que le jour où les investisseurs sortent ou n'arrivent plus, en fait, mécaniquement, le cours recule. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que, alors déjà, ça a commencé avant l'arrêt du robinet, on va dire, avec la Fed et la BCE. Donc c'est pas monofactoriel sur. Bien sûr, oui, non, il n'y a pas qu'un seul facteur, c'est sûr. Mais ensuite, effectivement, c'est tous les sujets que j'ai évoqués en préambule, en disant c'est le contexte macro, c'est les investisseurs professionnels qui ont pris le pouvoir, etc. Donc ils s'en vont. Et donc effectivement, la bulle dégonfle. Maintenant, ça fait un certain temps que je suis dans l'écosystème crypto. Des crises comme ça, on en a déjà vu. L'écosystème, comme il n'a pas d'intermédiaire de référence, typiquement, je vais faire un exemple, mais à la bourse, on a eu les affaires il y a quelques temps, GameStop et autres. Quand ces actions-là, quand ces actifs-là deviennent trop volatiles ou trop importants ou ils crachent, qu'est-ce qui se passe? On suspend le cours. Sur les cryptos, ça n'existe pas. Bien sûr. Donc c'est normal que, d'une certaine façon, ça garde une forme de volatilité importante parce qu'il n'y a pas de mécanisme où une plateforme pourrait décider toute seule d'arrêter le cours au niveau mondial parce qu'il n'y a pas de plateforme de référence. Donc ça fait que, évidemment, le marché, d'une certaine façon, est libre sur le sujet et donc ça fait que ça crée des remous. Maintenant, d'un point de vue long terme, est-ce qu'il y a une crise de confiance? Non, c'est pas ce que je constate sur les fondamentaux. La sécurité n'a jamais été aussi élevée, l'adoption n'a jamais été aussi élevée. Donc, pour l'instant, les fondamentaux sont là. De la même façon que j'aurais pu dire ça en 2017-2018 lorsque ça s'est craché, les fondamentaux continuaient d'être bons. Donc, c'est une question d'horizon de temps. Est-ce qu'on regarde à court terme ou à long terme? À court terme, on n'est pas du tout à l'abri que ça continue de plonger. À long terme, c'est à peu près, pour moi en tout cas, acquis par exemple que Bitcoin a déjà gagné d'une certaine façon. Et après, c'est une question de temps. Maintenant, toute proportion gardée, relativisons. On le disait tout à l'heure, il y a aussi le même sujet de crash existe sur les actions, les obligations, tout. Pour faire un titre de comparaison, là en ce moment, le Bitcoin est revenu à son prix de novembre 2020. À la même période, entre novembre 2020 et aujourd'hui, l'euro c'est moins 15%, le Meta c'est moins 40%. Donc le Bitcoin, c'est juste que comme il fait des variations importantes, on a l'impression que ça fait n'importe quoi. Mais en soi, sur le temps long, c'est plutôt stable. Alors, parce qu'il y a effectivement il y a le sujet Bitcoin et il y a le sujet rapport des investisseurs ou rapport des spéculateurs à un actif volatile comme Bitcoin. Et là-dessus, justement, la réglementation européenne, donc le texte MiCA a enfin été adopté après moult négociations et rebondissements, avec cette volonté quand même de protéger un petit peu plus l'investisseur cette fois-ci, celui qui va dans une logique d'investissement. Est-ce que ce texte, Alexandre Stachenko, arrive au meilleur moment finalement, au moment où on réfléchit à cette protection de l'investisseur? Alors, je ne dis pas qu'on n'y réfléchissait pas avant, mais là où en tout cas les cryptos sont au plus bas, enfin je ne sais pas si c'est le point bas, mais en tout cas ont pas mal reculé, et du coup on a ce texte qui arrive. Alors, il y a tellement de choses à dire, on n'aura pas le temps, mais déjà juste une première c'est anecdotique, oui et non, mais là dans le vocabulaire employé, protection de l'investisseur, vous êtes bien le seul à employer le terme. Moi, c'est quelque chose qui me choque au niveau européen, c'est qu'on ne parle que de protection de consommateurs, jamais de citoyens, d'investisseurs on a oublié une forme de volonté de puissance, on ne sait pas ce qu'on veut faire sur ce sujet-là. L'enjeu est de circonscrire le risque le plus possible pour ne pas être exposé. Le problème, c'est qu'on a oublié que sans risque, il n'y a pas de reward, c'est le principe. Donc, on ne peut pas prendre le lead sur un secteur si on refuse tout le concept de risque. Je ferme la parenthèse. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour cette réglementation? Pareil, oui et non. En fait, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, pour l'instant, on a un accord politique. Donc il faut le traduire en texte. Donc là, juristes, linguistes et autres sont occupés à traduire cet accord politique en texte. Il y a beaucoup de dispositions dont la traduction littérale va être extrêmement importante. Typiquement, on sait depuis donc, le 30 juin que la DeFi, donc la finance décentralisée, va être exclue du texte MiCA. Heureusement, mais comment on va écrire cette clause? Parce que ça veut dire quoi décentralisé? Comment est-ce qu'on définit la finance décentralisée dans le texte? Donc il y aura plein de petits sujets comme ça qui ont l'air anecdotiques, mais qui en réalité dans la transposition vont être très importants, donc potentiellement ça va encore prendre du temps. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a encore 18 mois avant la mise en application, plus 12 à 18 mois pour que les premiers acteurs obtiennent leur licence. Donc le bon moment, c'est au sens temps long européen ou dans 3 ans, 4 ans. Mais il y a quand même un accent mis sur la responsabilité des plateformes vis-à-vis des investisseurs, pour le coup. Alors je suis peut-être le seul à utiliser ce terme, mais des investisseurs chez eux. Là, pour le coup, on a l'impression quand même que ça peut protéger le moins averti des investisseurs qui iraient sur les crypto-monnaies. Il
y a une forme, Mika est une forme de changement d'époque dans le marché des cryptos, où effectivement, on ne peut pas continuer dans un marché qui soit complètement non régulé si on veut qu'il se démocratise. Donc là, j'ai abordé la notion de timing, parce qu'effectivement, on a encore du temps avant que ce soit mis en application. Il y a un sens de timing, au sens aussi où, si on veut pouvoir appliquer cette réglementation, il nous faut des gens sur lesquels l'appliquer. Bien sûr. Donc malheureusement, aujourd'hui, on se pense beaucoup comme encore une fois, un marché. Donc en gros, cette réglementation, c'est fort probable qu'elle ne s'applique qu'à des filiales de groupes étrangers qui vont se mettre en Europe. Mais qu'elle ne s'applique pas à ces filiales-là ou si, qu'elle s'applique, oui, bien sûr. Du coup, on joue le rôle de chef d'orchestre de la compétition mondiale, mais qu'on en oublie que à la fin des fins, il nous faut des acteurs locaux pour pouvoir exercer des leviers de souveraineté et de puissance. Donc on va l'appliquer à des acteurs étrangers qui viendront se réguler chez nous. Mais à la fin, la puissance, les emplois, les impôts, ils ne seront pas forcément chez nous. Bon, c'est un autre sujet. Sur la protection des investisseurs et des épargnants, tout à fait, il y a les 3/4 du texte, les 2/3 du texte, qui sont tout à fait favorables. Et je pense que tout ce qui est prévention de manipulation de marché, de délit d'initié, qui vont exiger des formes de ratio, de prudence, de contrôle de capitaux, etc., sur des acteurs centralisés, est tout à fait souhaitable. Parce qu'effectivement, on a vu avec Terra, on a vu par le passé avec certaines associations en France qui ont pris l'argent des gens, qui en ont fait n'importe quoi. Tout ça est souhaitable. Évidemment, la partie qui fait le plus tiquer, c'est plus sur les 20-30% du texte restant, qui ont des dispositions, encore une fois, dont on ne sait pas comment elles vont être appliquées, qui ont on va dire, pareil, un timing dont on ignore beaucoup de choses, et puis qui vont avoir des choses sur la protection de l'environnement, où on a failli interdire le proof of work, Dieu merci, c'est pas passé, mais voilà, il y a les 20-30% du texte restant qui sont fortement critiquables. Je fais un coup de pub rapide, mais hier, on a fait un space Twitter sur le sujet qui a duré 1h30 peut-être. Donc ceux que ça intéresse, je les invite à aller regarder sur mon Twitter en l'occurrence, parce que voilà, en 5 minutes, c'est compliqué, en 1h30, il y a plus de choses à dire. On peut décrypter. Merci beaucoup Alexandre Stachenko d'être venu sur le plateau donc, de Smart Patrimoine pour décrypter un petit peu le contexte actuel en matière de crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.